Donc je m'appelle Florence Poncelet, je travaille à Buildwise, au laboratoire Solutions durables et circulaires et je vais vous parler, d'une procédure de justification des performances techniques pour les matériaux de réemploi et il y a un petit, donc je vais vous parler d'une procédure de justification des performances techniques de matériaux de réemploi et 2 autres outils qui peuvent être utiles, pour le cadre technique des matériaux de réemploi. Alors juste avant de commencer, Buildwise, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau nom du CSTC, si vous le connaissez. Donc, c'était le Centre scientifique et technique de la construction. Et on a changé de nom, entre autres, parce que le centre veut également être un centre d'innovation et pas uniquement un centre de recherche. Donc, le but est aussi d'avoir des résultats plus concrets pour le secteur de la construction. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au cadre technique des matériaux de réemploi? En fait, on se rend compte qu'on se pose actuellement encore beaucoup de questions sur le cadre technique. Par exemple, on peut se demander quelles sont les exigences auxquelles les matériaux de réemploi devraient répondre. Comment est-ce qu'on doit prescrire les matériaux de réemploi dans les cahiers des charges, etc. Quelles sont les exigences qu'on va demander? Et enfin, comment peut-on garantir la qualité technique d'un produit de construction de réemploi? Alors, donc je vais vous parler d'une procédure. Ça va être un peu, intense, je crois, après la pause midi, mais je vais essayer de donner pas mal d'exemples et de rendre ça, assez concret. Hem, donc tout d'abord, donc je vais vous parler de ce qui a été développé dans le cadre du projet BBSM. Donc c'était le projet Bâti bruxellois, source de nouveaux matériaux. Hem et donc dans le cadre de ce projet, on a développé une procédure et on a fait un constat. On se rend compte que les matériaux neufs et les matériaux de réemploi sont très différents, mais il y a également des similitudes. La similitude principale, qu'on peut donner par rapport au cadre technique, c'est que tous les 2, enfin les 2 types de matériaux doivent répondre, doivent avoir une certaine aptitude à l'emploi, donc ils doivent répondre à une série d'exigences techniques pour pouvoir être réemployés. Par contre, il y a toute une série de différences. Les matériaux neufs, sortent de l'usine, donc ils ont vraiment une production industrielle qui est contrôlée. Donc ils sortent vraiment avec certaines performances. Il y a toute une série de tests qui sont réalisés. Hem, Ils sont donc dans ce cadre, d'usine, leurs performances sont assez constantes parce qu'ils ont le même, vraiment la même, production et ils sortent de l'usine prêts à l'emploi. Par contre, au niveau des matériaux de réemploi, c'est assez différent. Ils ont vécu une certaine histoire, ils ont vécu, des contraintes, des intempéries et cetera. Donc leur performance initiale qui était peut-être connue, peut-être on ne la connaît même plus, a, peut-être été modifiée. Les matériaux ont peut-être vieilli d'une manière ou d'une autre. De plus, ils ne sont pas nécessairement homogènes, il y a une certaine hétérogénéité dans les lots de matériaux de réemploi. Ça peut être dû d'une part parce que c'était des matériaux assez anciens qui n'étaient pas produits de manière contrôlée. Ça peut aussi être parce qu'ils ont vieilli de manière différente. Et enfin, une fois qu'on démonte ces matériaux, ils ne sortent pas prêts, à être, remis en œuvre. Il faut parfois les préparer, les nettoyer, les reconditionner et cetera. Donc le postulat, qui a été émis dans le cadre du projet, c'est que les produits de réemploi, comme les matériaux neufs, doivent répondre à une série d'exigences techniques. Mais par contre, pour vérifier leur aptitude à l'emploi, on pourrait procéder différemment. On pourrait évaluer et déclarer les performances d'une autre manière. Alors voici, la procédure qui a été développée. En résumé, c'est une procédure qui vise à vraiment s'adapter à un maximum de cas différents. Donc ça pourrait être, pour un réemploi sur site, simplement aller, récupérer des matériaux pour les réemployer sur site ou, aussi pour aller s'approvisionner chez un revendeur de matériaux de réemploi. Elle se base sur 2 grands concepts, l'application visée et le gisement et elle se déroule en 4 étapes jusqu'à l'évaluation des performances techniques en tant que telles. Alors tout d'abord, on va commencer par définir l'application visée. Donc, quelle est l'application future du produit? Ça peut être une application qui est identique à l'ancienne application ou une autre application,
de préférence moins exigeantes. C'est ce qu'on va appeler l'application en cascade. Par exemple, ça peut être réutiliser des briques qui étaient utilisées à l'extérieur, à l'intérieur. Si on ne connaît pas l'application future, alors on peut définir une application générique, l'application qui a le plus de chances d'être choisie par la suite. Par exemple, pour des isolants en laine minérale, on pourrait choisir une application d'isolation thermique ou en isolation acoustique. Ensuite, une fois qu'on a défini quelle était l'application visée, on va identifier les exigences qui sont relatives à l'application visée. Donc il y a toute une série d'exigences. Ici, on les a définies de deux types, les fondamentales et les complémentaires. Les fondamentales, c'est les exigences qui peuvent être requises légalement ou qui sont nécessaires pour que le composant soit apte à l'usage auquel il est destiné, en tenant compte de la sécurité et de la santé des personnes qui vont occuper ou utiliser le bâtiment. Par exemple, si on prend ici le parquet en bois massif, on a toute une série d'exigences fondamentales qui peuvent s'appliquer. Par exemple, on a, j'arrive pas à très bien lire, on a des exigences par rapport à la résistance à la rupture dans le cas de planchers autoportants. On a des exigences relatives à la réaction au feu dans le cas de bâtiments publics quand ça s'applique, etc. On peut avoir des exigences liées à des tolérances dimensionnelles pour ne pas avoir trop d'écart de planéité entre les planches de parquet. Enfin, voilà, plein d'exigences liées à la sécurité et la santé. Et on peut avoir ensuite des exigences complémentaires. Donc là, elles vont être relatives à l'aptitude à l'usage du produit et ou relatives à des choix de mise en œuvre ou à des choix esthétiques. Alors en parallèle de ça, donc là on se situe de l'autre côté, dans l'autre concept, on a le gisement. Et là on va tout d'abord définir quel est le gisement. Alors on a défini le gisement comme l'ensemble de matériaux ou d'éléments qui sont limités à une zone définie et qui présentent une histoire commune et des caractéristiques communes. Donc si on prend l'exemple ici d'un mur en briques, on voit qu'il y a deux types de briques. On va définir deux gisements parce que c'est vraiment des produits distincts qui sont susceptibles d'avoir des caractéristiques différentes. Et si on prend le petit schéma à gauche, là on a différencié des briques qui provenaient de trois murs différents. Le mur principal de la maison, le soubassement et le mur de jardin, parce que c'était vraiment trois applications différentes. Le but étant vraiment d'avoir des lots avec des produits les plus homogènes possibles. Ensuite, une fois qu'on a défini quel était le gisement, on va analyser son état et son histoire. Donc là, l'idée est vraiment de regrouper un maximum d'informations visuelles ou documentaires ou historiques sur les matériaux. Donc ça va être des informations relatives soit au produit en tant que tel, soit à l'application initiale, soit à sa mise en œuvre ou à son entretien. Donc on peut faire ça à l'aide d'un inventaire. Et le but ici est de garder une certaine traçabilité des informations. Donc bien garder ces informations connectées aux matériaux qu'on a repérés pour, une fois qu'on les déconstruit, ne pas tout mélanger, évidemment. Donc là, je vais faire une petite parenthèse par rapport aux inventaires réemploi. Je ne sais pas si on en a déjà parlé pendant la première partie. Non. Donc il y a un outil qui a été développé dans le cadre du projet FCRBE, qui est un guide pour l'identification du potentiel de réemploi des produits de construction avant la démolition. Et donc c'est vraiment un guide pour réaliser des audits et des inventaires réemploi. Donc dans ce cadre-là, ce guide il va permettre d'identifier quels sont les matériaux qui présentent un haut potentiel de réemploi. Et en fait, c'est un guide il s'adresse à vraiment plein d'acteurs de la construction parce que beaucoup d'acteurs peuvent faire des inventaires, donc que ce soit des propriétaires, des architectes, des entrepreneurs, des bureaux d'études, des experts en démolition, des spécialistes dans le réemploi. Et alors, ces inventaires, ils vont servir à plein de choses. Premièrement, à informer les maîtres d'ouvrage ou les architectes concernant les opportunités de réemploi qu'il y a dans les bâtiments. Ensuite, contribuer à une circulation efficace des matériaux en étant vraiment un outil de communication pour expliquer qu'est-ce qui se trouve dans le matériau et qu'est-ce qui pourrait être démonté. Ensuite, communiquer avec l'entreprise de déconstruction pour vraiment indiquer quels sont les éléments à démonter soigneusement plutôt qu'à démolir.
Et enfin, c'est être un outil d'aide à la décision pour discuter de ce qu'on va démonter et récupérer, et aussi trouver les différentes filières, les destinations des produits. Donc ce guide-là, il est disponible sur le site de FCRBE avec un template d'inventaire. Donc comme vous le voyez, c'est un simple tableau. Il reprend toute une série d'informations sur les produits, donc une identification, une photo, quantité, dimension, masse, localisation, état et des remarques. Et alors on peut décider d'aller plus loin, ça va vraiment dépendre, ça va être au cas par cas. Ce ne sera pas toujours nécessaire, mais on peut faire des fiches complémentaires avec des informations techniques en plus. On peut avoir besoin de se renseigner davantage par rapport à des labels qu'on retrouve sur les matériaux, par exemple. On peut vouloir faire une recherche concernant l'impact environnemental. Donc ça peut aller assez loin, mais ça ne sera vraiment pas tout le temps nécessaire. C'est plutôt si, par exemple, on fait un réemploi sur site et qu'on veut étudier les performances techniques, ou si des éventuels repreneurs sont intéressés mais veulent plus d'informations. Donc là, je referme la petite parenthèse sur les inventaires et je reviens à la procédure. Donc là, on est à la 3e étape. Cette 3e étape, elle vise à confronter les informations qui ont été récoltées pendant les 2 autres étapes, donc les exigences qui ont été identifiées et les informations qui ont été récoltées sur le produit. Et en les confrontant, en fait, on va définir quel est le niveau de confiance qu'on peut avoir dans ce produit et quels sont les types de méthodes d'évaluation qu'on va choisir. Les différentes méthodes d'évaluation, je les définirai dans le slide juste après. En plus de ça, à cette étape, on peut définir d'autres stratégies pour augmenter le niveau de confiance. On peut décider de combiner différentes méthodes d'évaluation. On peut aussi opter pour des stratégies de conception si on n'est pas assez sûr de la qualité du produit. Par exemple, on pourrait décider d'opter pour une plus grande épaisseur d'isolant si on n'est pas certain de la conductivité thermique des isolants, ou alors des coefficients de sécurité pour des matériaux qui sont utilisés pour des applications structurelles. On pourrait aussi décider de limiter les applications et donc faire un usage en cascade, comme j'expliquais tout à l'heure. Alors là, on est à la dernière étape et c'est vraiment l'évaluation des performances techniques en tant que telles. On a défini dans le cadre du projet 5 méthodes différentes pour évaluer les performances techniques. Donc il y a 3 méthodes principales, l'évaluation directe, indirecte et par essai, et 2 méthodes alternatives, le contrôle de la chaîne et l'évaluation lors de la nouvelle application. L'idée, c'est vraiment que ces différentes méthodes puissent être complémentaires si c'est nécessaire, et elles peuvent se dérouler à différents moments, avant le démontage, pendant le démontage, pendant l'étape de tri, de préparation, sur le nouveau site et lors de la nouvelle application. Alors la première méthode, c'est l'évaluation directe. C'est assez simple, il s'agit juste de faire une vérification visuelle ou des mesures, des caractéristiques auxquelles on s'intéresse, ou faire des petits tests via des moyens techniques non destructifs. Donc l'idée, c'est par exemple de simplement prendre les mesures de panneaux isolants ou vérifier la planéité, quelque chose qu'on peut faire sur site ou une fois que le produit est démonté. Oui, donc là, c'est vraiment les performances actuelles qui sont vérifiées en tant que telles. Ensuite, on a l'évaluation indirecte. Donc là, c'est vraiment se baser sur des documents, l'histoire du matériau. Donc on va plutôt se baser sur les informations qui ont été récoltées lors de l'inventaire documentaire. Il y a plusieurs manières de faire. Soit on estime que la performance qu'on a retrouvée ou estimée est conservée, et donc le matériau n'a en quelque sorte pas vieilli. Par exemple, on peut retrouver des documents qui déclarent une valeur, donc des fiches techniques ou autres. Ici, dans l'exemple en haut à droite, je pense que c'est la masse volumique, ouais, qui avait été retrouvée dans une fiche technique pour de la laine de roche qui était présente dans des cloisons. La masse volumique, a priori, elle n'a pas été modifiée, sauf si on trouve qu'il y a eu des coups ou que le produit a été tassé. Ce n'est pas une performance qui est susceptible de vieillir, donc on peut l'évaluer assez facilement. On peut aussi décider de réfléchir à quelle était la réglementation au moment de la mise en œuvre du produit. Et en connaissant cette réglementation,
faire une hypothèse sur la performance du produit. En connaissant l'application antérieure, on peut aussi déduire des choses, par exemple des pavés qui étaient placés sur un trottoir, des pavés en pierre, qui ont vécu 50 hivers belges, sont susceptibles de encore pouvoir résister au gel, étant donné qu'ils ont déjà pu résister pendant 50 ans. Ensuite, on peut aussi décider de corriger ces valeurs avec un facteur de sécurité ou autre. On peut aussi utiliser des valeurs tabulées ou par défaut. Là, c'est dans l'exemple en bas à droite. On a des valeurs qui sont issues de l'annexe DRT, donc de la PEB. Et c'est des valeurs par défaut de conductivité thermique qui peuvent être utilisées. C'est des valeurs qui seront pas aussi bonnes que des matériaux neufs, mais là, justement, ça peut permettre de tenir compte d'un certain vieillissement. Ensuite, on peut faire des calculs ou encore analyser des données d'utilisation qui sont issues d'un monitoring pour des installations techniques, par exemple. Ensuite, on a l'évaluation par essai. Donc là, c'est l'évaluation de base, je dirais. On peut imaginer des essais en laboratoire qui seraient des essais comme ceux qui sont performés sur des matériaux neufs. Ça peut être des essais destructifs ou non destructifs. Ça dépendra évidemment des lots. Est-ce qu'on peut se permettre ou pas de détruire des échantillons? Parfois, les méthodes d'essai ne sont pas toujours adaptées aux matériaux de réemploi. Par exemple, on a les images des 3 pavés en bas. Ce sont des pavés de rue sur lesquels on voulait faire des essais de résistance à la glissance. Et en fait, dans les normes, les essais sont vraiment faits pour que ce soit des échantillons de certaines dimensions. Or, ces échantillons-là ne rentraient pas dans les dimensions et ne rentraient même pas dans l'appareil qui fait l'essai de résistance à la glissance. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas pu le faire. Donc parfois, les essais ne sont pas adaptés aux matériaux de réemploi. Au niveau des approches statistiques, parfois elles doivent aussi être adaptées parce que les échantillons qui sont décrits dans les normes pour les essais sont, le nombre d'échantillons est décrit en fonction d'une, production contrôlée en usine. Or, quand on va aller récupérer des lots de 100, 500, pavés par exemple, on ne saura pas nécessairement combien d'échantillons est-ce qu'il faut tester et comment vérifier l'homogénéité de l'ensemble des lots. Donc ça, c'est encore des choses sur lesquelles il faut qu'on fasse des recherches. Et enfin, on peut imaginer des essais par corrélation. Donc là, c'est plutôt faire des tests sur d'autres performances et trouver une corrélation. Faire des tests plus simples qui coûteront peut-être moins cher. Parce que ça, c'est vraiment le gros problème des essais de manière générale avec le réemploi, c'est que ça peut coûter assez cher. Et pour récupérer des petits lots, ce ne sera pas nécessairement intéressant, même si ça permet d'avoir vraiment une grande confiance dans les résultats. Alors maintenant, je vais passer aux 2 méthodes alternatives. Donc la première, c'est le contrôle de la chaîne. Là, on n'essaye pas de mesurer une performance précise en tant que telle. On va plutôt vouloir s'assurer que la qualité soit suffisante pour répondre, à l'usage auquel le matériau est destiné. Donc on va vraiment s'appuyer sur des procédures, sur des savoir-faire, sur des métiers qui vont permettre d'augmenter la fiabilité des lots de matériaux. Donc ça peut vraiment être toute une série de vérifications, de tri, qui vont permettre de contrôler les performances. L'idée aussi, ça peut être de vérifier en fait l'homogénéité des lots via toutes ces séries de tests, de procédures, en support à d'autres méthodes d'évaluation qui, elles, vont pouvoir mesurer un peu plus précisément la performance. Et enfin, la dernière méthode, c'est l'évaluation lors de la nouvelle application. Alors là, ce sera vraiment au cas par cas parce qu'il faut avoir quand même une confiance de base dans le matériau pour l'avoir démonté et remis en œuvre. Mais ça pourrait être simplement, par exemple, revérifier les couleurs de dalles de moquette de réemploi, vérifier qu'il n'y en a pas certaines qui sont un peu décolorées par rapport à d'autres parce qu'elles auraient été plus proches des fenêtres, etc. Dans ce cas-ci, donc l'image, là, c'est l'extraction en fait, de groupes de ventilation. Et les installations techniques, c'est un bon exemple pour cette méthode d'évaluation-là, parce qu'on peut imaginer avoir un monitoring, vérifier que tout se passe bien, par exemple pour la ventilation, et pouvoir venir réparer ou régler les choses en fonction de ce qui n'irait pas.
Alors voilà, j'ai essayé de donner pas mal d'exemples, mais c'est, souvent un gros morceau cette procédure, donc si vous voulez plus d'informations, dessus, il y a pas mal de documents qui ont été créés donc dans le cadre du projet. Donc il y a vraiment tout le cadre technique qui est décrit avec une application à 5 types de matériaux, donc les briques, les isolants, laine minérale, des éléments en acier, des, structures, groupes de ventilation, chaudières et cetera et des parquets. Et alors, cette procédure est résumée en 4 pages, dans le CSTC Contact, donc c'est le document en haut à gauche. Voilà. Et oui, juste pour finir encore, c'est vraiment, un sujet sur lequel on travaille beaucoup. On va essayer d'analyser plus en détail certains matériaux pour vraiment pouvoir aider le secteur parce que c'est des questions qu'on reçoit vraiment, toutes les semaines. J'aimerais récupérer des briques, est-ce qu'elles sont en état suffisant? Quelles sont leurs performances? Elles risquent de cr est-ce qu'elles craignent le gel? Et cetera. Donc là, on aimerait vraiment continuer à bien travailler, sur le sujet. Alors un autre outil qui peut être intéressant, pour aider au cadre technique pour les matériaux de réemploi, c'est au niveau des cahiers des charges. C'est comment écrire des clauses qui sont adaptées aux matériaux de réemploi. Et là, Buildwise a aussi travaillé sur le sujet. On a écrit plus de 70 clauses dans le CCTB. Le CCTB, c'est le cahier des charges type des bâtiments, qui est le cahier des charges type pour les marchés publics en Wallonie. Et donc, c'est vraiment des clauses qu'on vient prendre et qu'on peut adapter, au cas par cas. Et donc, on a écrit 2 clauses pour le démontage d'éléments et plus de 70 clauses pour vraiment prescrire les matériaux en tant que tels. Et donc, juste si je peux donner quelques petits, conseils par rapport à ces clauses. Donc, quand on veut prescrire le démontage plutôt que la démolition, on conseille toujours de réaliser un inventaire réemploi et de bien faire des tests de démontage des matériaux avant de les démonter, pour en fait savoir quoi prescrire, aux entrepreneurs. Est-ce qu'on va choisir entre une obligation de résultat ou une obligation de moyens? Si, par exemple, on n'est pas certain que le matériau peut être démonté, ça va être compliqué de prescrire une obligation de résultat. Et enfin, aussi, il faut toujours bien prévoir qu'on a le temps nécessaire pour un démontage soigneux, parce qu'un démontage soigneux prendra plus de temps qu'une démolition. Ensuite, concernant la prescription des matériaux de réemploi, on va, voilà, on peut conseiller de laisser une certaine liberté dans la description des matériaux, surtout tout ce qui est, description plutôt esthétique, parce que ça va être plus compliqué de trouver des matériaux de réemploi que des matériaux neufs. Ça va vraiment dépendre du marché du réemploi qui n'est pas, aussi stable que le marché des matériaux neufs. Hem, on conseille aussi, de prescrire des exigences techniques à atteindre, mais pas des méthodes d'évaluation à suivre parce que comme on l'a vu, c'est encore compliqué, le cadre n'est pas encore là. Et enfin, il faut bien veiller à la compatibilité entre les matériaux et les méthodes de mise en œuvre. Pour prendre un petit exemple, des briques qui étaient mises en œuvre avec des mortiers à la chaux, ne se comporteront pas de la même manière si elles sont remises en œuvre avec un mortier à base de ciment. Et donc, généralement, on conseille d'opter pour un mortier, bâtard, donc chaux ciment, parce que sinon, elles risquent d'avoir un mauvais comportement au gel. Alors pour conclure, ici, j'ai relevé toute une série de pistes pour, aider à surmonter les obstacles, liés au cadre technique du réemploi. Hem, donc tout d'abord, ça c'est vraiment, ce que je vous ai expliqué, en long et en large. C'est possible de faire des essais. Ça c'est intéressant aussi de développer des méthodes alternatives, de nouvelles méthodes pour justifier les performances et dans l'idéal, il faudrait que le cadre normatif soit, adapté au réemploi. Ensuite, on se rend compte que ça peut être vraiment, quelque chose qui peut beaucoup aider de tenir compte de l'historique des matériaux de réemploi et conserver, les informations qu'on a réussi à retrouver. Ça peut se faire via des inventaires réemploi. Il y a la notion de traçabilité qui est importante aussi. Le troisième point, c'est de pouvoir s'appuyer sur, les métiers, sur les spécialités, sur les compétences, des personnes qui travaillent, vraiment, dans le réemploi. Il y a aussi la question de pouvoir adapter les assurances,
ça c'est encore un autre point, je vais pas aller dans le détail, mais dans le cadre de la suite du projet FCRBE, des personnes travaillent dessus. Ensuite, on a la notion de risk management. L'idée est de choisir des applications moins exigeantes ou de définir des coefficients de sécurité, d'adapter la conception, etc. Donc c'est aussi une piste. Ensuite, il y a tout ce qui est collaboration. Comment est-ce qu'on peut améliorer la collaboration entre les différents acteurs, donc entre les entrepreneurs, les architectes, les maîtres d'ouvrage, euh, pour, euh, pour surmonter ces obstacles ensemble. Ça peut être via des bow teams, des slope teams, des design and build. Donc là, l'idée est vraiment de mettre tous ces acteurs ensemble le plus tôt possible dans le projet pour vérifier la faisabilité des solutions, mais aussi trouver des solutions ensemble. Et ensuite, on a 3 points vraiment pour préparer les réemplois futurs. Tout d'abord, conserver et partager les informations sur les matériaux qu'on met en œuvre maintenant. Il y a tout le concept de passeport matériaux. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais donc c'est vraiment garder les informations liées à chaque produit qu'on met en œuvre. Utiliser des outils numériques aussi comme le BIM, les digital twins, etc. Ensuite, on peut parler des business models. Il y a des nouveaux business models qui s'appellent par exemple Product as a Service. Donc là, l'idée est de vendre des services plutôt que des produits. Par exemple, vendre de la lumière plutôt que des luminaires. Et donc, les fournisseurs restent propriétaires des luminaires et pourront, une fois que l'utilisateur n'en a plus besoin, venir démonter ses produits et les remettre en œuvre autre part. Donc si c'est bien fait, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant pour la circularité. Et enfin, construire réversible. Donc là, je fais juste une petite pub pour des événements à venir. Donc là, actuellement, on est dans la suite du projet FCRBE Capitalisation, dans la suite du projet FCRBE qui s'appelle FCRBE Capitalisation. Et avec MBuild, on travaille sur une activité qui vise à engager les métiers du bâtiment vers le réemploi. Et on écrit 6 guides pratiques pour introduire le réemploi à différents types d'entrepreneurs. Donc, on cherche des témoignages du terrain à ce niveau-là et on organise divers événements. Donc, on donne une formation sur le réemploi en pratique à l'attention des entrepreneurs surtout. Ça aura lieu le 4 avril en français à Bruxelles. Et on organise 2 workshops, donc le 14 mars et le 18 avril. Donc le premier, ça va concerner les appels d'offres et la collaboration entre les différents acteurs du terrain. Et le deuxième concernant les prescriptions techniques et la responsabilité. Et voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Buildwise. On a pas mal de projets de recherche en lien avec la circularité de manière générale. Et c'est tout pour moi. Merci Florence. Si tu peux rester juste une seconde là, le temps qu'on change la présentation et peut-être prendre une question pendant ce temps-là. Possible. J'avais une petite question parce que là, c'est tout le cadre législatif et c'est cool. C'est justement un problème dans le réemploi. Mais j'avais une petite question parce que est-ce qu'il y aurait moyen de recertifier les matériaux que vous testez en laboratoire, malgré que ce soit, comme vous disiez, quelque chose de très hétérogène. Donc, est-ce qu'il faudrait, si on veut certifier la portance d'un matériau, devoir le tester en laboratoire obligatoirement, ou alors par vos tests, on peut faire une sorte de parallèle entre le matériau qu'on a et celui que vous avez étudié pour certifier sa résistance? En fait, les certifications, c'est encore autre chose. Mais donc, en fait, quand un produit neuf sort d'usine, il y a vraiment tout un cadre normatif qui indique, donc en fait, c'est le marquage CE qui indique que certaines performances doivent être déclarées. Pour les produits de réemploi, en fait, c'est le flou total. Il y a vraiment pas grand-chose à ce niveau-là. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de certification ou autre qui existe pour permettre de déclarer ces performances. Mais on peut, en fait, c'est encore un peu expérimental pour l'instant. Donc, on peut faire des tests en laboratoire et là, on peut quand même avoir une certaine confiance. C'est juste il faut pouvoir justifier
combien d'échantillons on a pris, etc. Pour des tests alternatifs, en fait, il n'y a pas encore de cadre qui existe. Donc, notre but, c'est de pouvoir introduire des projets pré-normatifs pour justement développer ce cadre et que ce soit beaucoup plus reconnu. Mais pour l'instant, ça n'existe pas vraiment encore. C'est de la recherche à faire. Merci. Donc, on va passer à la deuxième présentation. Donc, juste pour rappeler, on enchaîne assez rapidement les présentations et il y aura un temps d'échange à la fin, d'abord entre les intervenants et puis après d'autres questions du public. Et donc, je vais passer la parole à Jonathan Boulevin de MBuild. Bonjour. Oui, donc je représente MBuild. On se connaissait peut-être précédemment sous le nom de Confédération de la Construction, mais nous aussi, on a changé de nom. Je pense que c'est dans l'air du temps. La télécommande. Il y a une télécommande. OK. Donc, je vais vous présenter. La bonne nouvelle, c'est que je suis très en phase avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Donc, c'est bien parce que ce sera plus court pour ma part, mais je vais quand même avoir un angle un peu différent. Puisque en tant que Confédération de la construction, notre travail, c'est de représenter et de soutenir à peu près 5000 entreprises de construction en Wallonie. Et parmi celles-ci, les pratiques de réemploi ne sont plus tout à fait des pratiques courantes, même si le réemploi des matériaux de construction, finalement, jusqu'à il y a peut-être 60 ou 70 ans, était quelque chose d'assez normal. Mais entre-temps, le monde a changé et dans le monde de la construction, eh bien, on est face à quelque chose de très normé, contrôlé, comme Florence a pu commencer à le montrer. Et dans ce contexte-là, c'est assez difficile que ça redevienne une norme. Donc, on va plutôt se poser des questions sous l'angle, un peu comme je les reçois habituellement de la part d'entreprises qui ne sont pas forcément initiées à ce processus. Mais la première chose, c'est un peu un élément de contexte. Est-ce qu'on ne recycle pas déjà assez? C'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est un chiffre qu'on avance assez souvent. En Wallonie, on est proche des 90% de valorisation en masse des déchets qui sont produits par le secteur. Donc finalement, est-ce qu'il y a encore moyen de faire mieux? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'attaquer à un faux problème? Donc, je vais répondre brièvement à cette question. Je ne vais pas vous faire l'affront d'une définition de l'économie circulaire. On n'a plus le temps pour ça à cette heure-ci. Mais voici, juste pour fixer les idées, un peu visuellement, la pyramide de Gizeh, qui est entre parenthèses un excellent ouvrage d'un point de vue de la durabilité. À mon avis, il faudrait peut-être se poser des questions à ce sujet-là, mais ce n'est pas pour ça que je voulais la montrer. Mais simplement pour mettre à côté la pyramide des déchets qu'on produit dans le secteur de la construction en Belgique chaque année. C'est un petit peu sensationnaliste comme ça, mais d'un point de vue chiffre, on est à plus ou moins 7 millions de tonnes de déchets, c'est quand même pas rien, et en plus, il faut y ajouter 10 millions de tonnes de terre excavée en Wallonie, qui sont un sujet à part entière. On ne va pas ouvrir cette porte-là aujourd'hui. Bon, il y a quand même des choses positives, c'est que dans ces 7 millions de tonnes de déchets, les 3/4 sont des déchets inertes. C'est une définition assez intuitive, hein, des bétons, des briques, des bricaillons, etc. Un peu comme Louis l'a évoqué ce matin, c'est un processus de recyclage qui est maîtrisé, réparti géographiquement et quelque part obligatoire aussi réglementairement en Wallonie, parce qu'on ne peut pas faire autre chose que les recycler. En fait. Mais c'est aussi un processus qui est énergivore, qui est consommateur de ressources. Et pour ce fait-là, on peut commencer déjà à s'interroger sur les opportunités de faire mieux en termes de recyclage et d'application des matériaux recyclés, même si on fait déjà très bien, mais en termes d'application, il y a déjà un potentiel pas suffisamment exploité à ce niveau-là. Puisque du fait de normes, de réglementation, d'essais, de contraintes, de peur d'assurer des performances techniques, etc., les applications, elles sont assez généralement de faibles ambitions techniques, puisqu'il s'agit principalement de sous-fondations, de fondations de routes, etc. Alors qu'on peut, ça c'est une grosse partie du volume, alors qu'on peut avoir des applications à beaucoup plus haute valeur ajoutée, et notamment produire des bétons à partir d'un certain pourcentage de granulats de béton recyclés. Et ça, c'est quelque chose
qui est en train d'être facilité par des adaptations réglementaires. Je ne crois pas que j'aurai le temps de parler de tout ça, mais on parle notamment de sortie du statut de déchet. Alors c'est tout un programme, mais la sortie du statut de déchet, ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà, ne serait-ce que psychologiquement, quelque chose qui débloque pas mal de choses. Alors, les 3/4 des déchets sont inertes, et puis il y a le reste, les déchets principalement non dangereux, qui, dans de mauvaises situations, se présentent sous cette forme-là. Alors, je vous montrerai après une bonne situation, mais là, c'est plutôt une mauvaise situation. Et il y a bien sûr un potentiel d'amélioration, et en tout cas un optimum à rechercher d'un point de vue du tri. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument trier chaque type de déchet séparément sur le chantier, mais il y a un optimum entre rien et tout. Et ça doit se trouver aussi en collaboration avec les centres de tri, de recyclage, dont c'est le métier. Alors ça, c'est une bonne situation, par contre, mais assez rare, puisque, je vous disais, il n'est pas possible de tout trier sur un chantier. Ben, tout simplement, imaginons qu'on dise qu'il est obligatoire de trier les plastiques sur le chantier. Ben, voilà. Est-ce que c'est cette situation qu'on veut obtenir sur chaque chantier en Wallonie et peut-être même ailleurs? Ça pourrait être légitime, hein, puisque on ne s'en rend pas compte, mais 20% des plastiques qui sont mis sur le marché ils sont utilisés par le secteur de la construction. C'est plus ou moins 10 millions de tonnes par an. Alors, on pourrait se dire assez naïvement, ben, obligeons à trier ces plastiques et le problème sera résolu. Ben, voyons juste la diversité de plastiques qu'il y a là. Alors, ce sont quelques grammes par-ci, par-là sur un chantier. C'est assez difficilement imaginable pour toute une série d'aspects. Et puis, il y a la logistique qui est encore dans le cadre du recyclage tout un défi. Ceci nous mène à la réflexion, au constat évident qu'il y a encore une marge d'amélioration, malgré qu'on recycle 90% en masse des déchets, il y a encore une large marge d'amélioration, ça c'est clair. Et puis, d'un point de vue du cycle de vie, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept d'analyse du cycle de vie, mais disons que oui. C'est-à-dire que prenons en compte toutes les externalités négatives environnementales entre la fabrication des produits, des matériaux, la construction, la rénovation, l'occupation des bâtiments et la déconstruction, et j'en passe. Prenons tout ça en compte. Global, il est démontrable assez facilement que réemployer est très souvent plus vertueux environnementalement que recycler. Donc, le sens de l'histoire est assez clair. Maintenant, la question principale, et j'espérais y arriver un peu plus vite, mais bref, la question principale, c'est comment on peut porter ça à nouveau à une échelle plus importante. On sait bien que maintenant, on se dirige dans cette direction, mais comment, à l'échelle de tout un secteur, on peut rendre cette pratique à nouveau plus courante, tout en s'intégrant dans un système moderne qui a été construit autour de la mise sur le marché de matériaux neufs, c'est-à-dire tout un système normatif de cahier de charges, tout un processus, un flux de travail, incluant tous les outils numériques, les catalogues, etc., tout a été construit autour de matériaux neufs. Comment venir introduire là-dedans le grain de sable, c'est-à-dire l'incertitude autour des matériaux de réemploi principalement. Alors, j'ai de la chance parce que Florence a parlé de l'inventaire préalable à la déconstruction. Donc, je vais pouvoir gentiment avancer, mais simplement, alors sous un angle différent de ce que Florence a dit, mais quand on veut vraiment s'intéresser à comment rendre les choses opérationnelles à grande échelle, il y a des questions assez basiques, mais qui ne trouvent pas forcément des réponses évidentes pour tout le monde. La première chose, c'est un inventaire à une finalité réemploi des matériaux. À quel moment doit-on le réaliser et par qui? C'est déjà une question qui est, à mon sens, loin d'être résolue. Et donc, à ce niveau-là, il y a une position qui est assez claire pour nous. Je dis une position parce qu'elle n'est pas forcément, un avis unanime, mais quand même, disons que la première chose, c'est de repérer les substances, les matières et les déchets potentiellement dangereuses avant toute autre opération. Et ça doit s'effectuer évidemment le plus tôt possible pour espérer avoir une ambition correcte en termes de réemploi. Et puis seulement, on parle de réemploi, mais n'oublions pas qu'il y a toujours les étapes de recyclage et d'autres types de valorisation qui sont envisagées. Donc, on se dirige non pas vers un inventaire exclusivement à finalité du réemploi, mais à plus grande échelle, ce qui serait implémenté, c'est un inventaire
qui adresse à la fois les possibilités de valorisation en recyclage, en réemploi, sur site ou élimination pure et simple des déchets. Donc, quand on essaie d'intégrer tout ça, la question du timing devient de moins en moins évidente. Alors, si la solution est assez claire, quand on parle uniquement de réemploi, on commence par identifier des substances dangereuses, puis on a un examen visuel et puis fonctionner par procédure itérative pour aller de plus en plus dans le détail et dresser ce fameux inventaire. Si on intègre, si on veut tout faire en même temps, recyclage, réemploi, substances dangereuses, là, ça se corse. Quand même aller beaucoup à passer. Sans même aller sur des questions d'un autre ordre, de qui doit réaliser l'inventaire. Alors, à nouveau, est-ce qu'il est vraiment intéressant de contraindre un profil type à la réalisation d'inventaire, sachant que les expertises relatives au réemploi et au recyclage sont généralement chez des personnes différentes? Est-ce qu'on peut rationaliser le travail en envoyant une personne qui irait dans un bâtiment et qui ferait tout d'un coup, dire ça, vous allez le remployer, ça, vous allez le recycler? C'est quelque chose qui nous semble assez difficilement envisageable dans un premier temps. Par contre, si on veut se baser sur les expertises qui sont déjà existantes et donc mettre en place un système, je n'ai pas encore dit le mot jusqu'à présent, mais obligatoire, c'est quand même de ça dont on parle, je pense que vous avez compris. Si on se dirige vers un système obligatoire d'inventaire pré-démolition, ce genre de détail, quand on devra le faire sur des centaines et de milliers de chantiers, c'est plus du tout un détail, parce que derrière, il y a aussi du temps et des coûts qu'il faudra traduire dans la réalité. Donc, qui le fait? Est-ce que c'est l'architecte? Est-ce que c'est est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est l'entrepreneur? Chacun a ses capacités et ses limites. Et évidemment, l'intérêt est de le faire de manière la plus anticipée possible. Mais la conclusion, c'est que la collaboration entre chacun va toujours être plus intéressante que si on confie la réalisation de l'inventaire à un seul profil. Parce que, par exemple, le propriétaire du bâtiment va avoir tendance à trouver que tout est réemployable pour caricaturer, tandis que l'entrepreneur aura une vision très centrée sur la faisabilité technique et logistique du réemploi et pourrait se mettre un peu plus rapidement des barrières, sans même parler des coûts qu'il associera automatiquement à ça. Donc, là, il y a pas beaucoup, j'apporte pas beaucoup de réponses, sauf des éléments qui sont quand même assez clairs. C'est qu'en tout premier lieu, et ça c'est une expérience qu'on constate dans d'autres régions, en tout premier lieu, il y a lieu de dresser l'inventaire des substances dangereuses avant toute autre chose, de sorte à ne pas diminuer, enfin, ça c'est logique en fait, ne pas essayer de tout faire en même temps. Et je vais me baser pour ça sur un exemple flamand. J'avance plus vite parce que je crois que l'exemple flamand, ils ont mis en place depuis 2009 déjà, justement basé sur la même réflexion, que ce qui limite un peu le potentiel de recyclage, et maintenant ils s'intéressent au réemploi, ce qui limite le potentiel, c'est le fait que des substances soient dangereuses, surtout en termes de coûts, et donc ils ont mis en place Tracimat. Ça s'appelait pas encore Tracimat, mais maintenant c'est Tracimat. Ils ont mis en place un système qui définit s'il y a un grand risque ou un faible risque environnemental. Et je pense que tout simplement, il y a deux enseignements. C'est qu'ils ont mis environ 15 ans à aboutir maintenant à un système fonctionnel et construit, parce que finalement, la clé, ce n'est pas uniquement l'inventaire, la clé, c'est le système de traçabilité. Comme l'a bien démontré Florence, dans le cas des matériaux de réemploi, la traçabilité est encore plus importante que pour tous les autres matériaux. Et donc, si on réfléchit les outils de manière isolée, à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'on fasse porter des contraintes importantes sur certains acteurs du secteur de la construction. Donc, contraintes importantes, difficultés de mise en œuvre et les coûts associés. Tandis que si on réfléchit à un système où chacun a sa responsabilité et toute la traçabilité est gérée depuis l'inventaire jusqu'à la mise en œuvre, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus intéressant. Mais ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Et donc, au niveau des outils qu'il faut adapter, en plus, il faut adopter et adapter, en plus de cet inventaire, il y a bien sûr les cahiers des charges qui ont été assez vite identifiés en Wallonie comme
un problème. Je dis assez vite en Wallonie, c'est pas qu'on est plus rapide que les autres, mais les autres régions n'ont pas spécialement adopté leur cahier des charges type, a vu ça comme une opportunité à explorer en premier, tandis que ici, bien, donc ce sont les fameuses 70 clauses dont a parlé Florence. Au-delà de l'adaptation des clauses, ça veut dire qu'on propose des alternatives en matériaux de réemploi à côté des matériaux neufs. Et ça, c'est vrai que rien que le mettre en face des yeux des gens qui utilisent le cahier des charges type c'est déjà un grand pas. Mais ça soulève tout un tas de questions, notamment comment est-ce qu'on peut dissocier le coût et remettre un prix entre le matériau et la main-d'œuvre qui est associée, parce que généralement, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un coût qui inclut les deux, et c'est assez rare, en tout cas jusqu'à présent, de voir des entreprises qui sont capables de dissocier les deux. C'est même pas qu'elles n'ont pas forcément envie, c'est qu'elles n'en sont pas capables parce qu'elles sont dans un mode de fonctionnement qui ne leur permet pas. Donc rien que ça, c'est des adaptations qui peuvent prendre des années. Et puis, oui, qu'est-ce qui se passe en cours de chantier si on a décidé d'avoir des matériaux de réemploi mais qu'en fait ils ne sont pas disponibles, et inversement, si on se rend compte qu'on a l'opportunité de remplacer des matériaux neufs par des matériaux de réemploi, ou même du point de vue de la concurrence, qu'est-ce qui se passe si on prescrit des matériaux de réemploi et qu'en fait il y a un seul fournisseur capable de les fournir? Est-ce que c'est une mise en concurrence valable, etc. Donc tout ça, il y a encore du boulot sur le cahier des charges. C'est une bonne chose qu'il y ait déjà 70 clauses qui soient développées, mais ça n'est pas c'est pas la fin pour autant. Il y a un outil dans le cadre du projet Interreg dont on n'a pas encore parlé, c'est justement un outil pour aider les prescripteurs à intégrer des matériaux de réemploi dans les grands marchés. Là, c'est juste un intermède publicitaire, pas encore tout à fait la fin, mais au cas où on aurait oublié, je vous rappelle que la prochaine échéance, c'est un workshop qu'on a le 14 mars à Bruxelles. Au-delà d'essayer d'avoir des participants, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour ça. Mais au-delà de ça, c'est de plus en plus évident, si vous ne l'avez pas encore remarqué depuis le matin, je le formalise encore, c'est de plus en plus évident que travailler par métier de manière isolée, ça ne va pas faire évoluer tout le monde en même temps. Et si on ne peut pas faire évoluer tout l'écosystème de la construction de manière simultanée, ça veut dire qu'il y en a toujours un qui va porter des responsabilités plus que d'autres et des surcoûts plus que d'autres, et ça va toujours coincer. Et si on ne veut pas faire de réemploi dans le système actuel, il y a moyen de trouver 200 façons de justifier qu'on ne veut pas faire de réemploi. Donc si on fait évoluer tout le monde en même temps, et donc tout le monde en même temps, c'est aussi la création de liens, de contacts via ce type d'événement. Parce que j'ai bien aimé la réflexion de ce matin qui disait que pour l'instant, plus il y a d'acteurs et plus il y a de travail dans le domaine particulier du réemploi. Donc il ne faut pas se braquer sur des questions de concurrence quand on partage des expériences, etc. C'est un petit peu pas encore du tout là. Et ça me semblait intéressant aussi de dire qu'il y avait quand même, je pars du principe qu'il y a une direction dans laquelle on avance, et que j'ai l'impression, c'est même sûr et certain, qu'on est quand même sur une tendance à assez long terme, selon laquelle le réemploi va devenir pratique de plus en plus courante et ou contrainte, soit réglementairement, soit parce qu'on n'aura plus le choix. Mais c'est important de souligner qu'il y a aussi une ambition régionale qui se traduit par un plan qui s'appelle Circular Wallonia. Et là-dedans, on va trouver quoi? Surtout des politiques de soutien. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'à côté des politiques contraignantes et toutes les questions qu'elles soulèvent, c'est ce que j'ai essayé de faire en première partie de présentation, à côté de ces contraintes, finalement, le réemploi, il se matérialise toujours sur un chantier, peu importe ce qu'il y a. Enfin, évidemment, il y a tout ce qu'il y a avant, autour, mais ça se matérialise sur un chantier. Et il n'y a qu'avec l'expérience qu'on pourra tirer des conclusions et avoir des obligations qui soient cohérentes. Parce qu'on en a déjà vu d'autres qui ont parfois manqué de cohérence. Donc la politique de soutien, on tente son existence, et surtout, comment dire, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de contraintes pour avoir des projets ambitieux, et de plus en plus, quand tout le monde aura constaté le bénéfice
de la pratique, ben, finalement, la contrainte, elle sera réglée d'elle-même. Et donc, voilà, que puis-je dire J'aurais aimé terminer plus positivement, tiens, du coup. Avec le recul, je crois que ça va une petite coloration négative, non? Je sais pas. Non, il y a un point d'attention qu'on doit avoir, c'est que si on représente 5000 entreprises, il y en a peut-être 4900 qui savent à peine qu'il faut trier certains types de déchets. Bon. Est-ce que j'essaie d'être plus positif là? Non. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse, c'est ce que j'essaie de dire. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Il y a de très grands groupes de grandes sociétés qui sont capables de déployer des moyens impressionnants et très avant-gardistes et faire de belles démonstrations. Il y en a d'autres pour qui le quotidien, quand ils sont des entreprises de 2-3 personnes, à moins d'avoir des convictions particulières, ben, avancent dans un système qu'ils subissent en quelque sorte. Donc, il faut qu'on puisse s'adresser à tout le monde simultanément et donc veiller à la progressivité et à l'harmonie de la transition qu'on est en train d'essayer d'introduire. Parce que finalement, comme pour reprendre les mots de Florence juste avant, c'est le flou total. Donc, pour résoudre ce flou, il ne suffit pas de dire on est obligé de le faire. Il faut surtout expliquer de manière opérationnelle comment, de sorte que ce ne soit pas perçu encore comme un affront par certains ou de toute façon que ce soit perçu comme quelque chose de négatif, mais quelque chose d'encouragé. Donc voilà l'importance de Circular Wallonia et notamment des appels à projets qui permettent de financer des surcoûts temporaire, parce que là, on est en train de perturber un système qui fonctionnait bien avec des matériaux neufs, et donc on encourage les entreprises à faire autrement. Ben, tant qu'il y a des appels à projets qui leur permettent d'expérimenter, c'est quelque chose qu'elles vivent beaucoup plus progressivement. Donc, tirons-en et profitons-en pour en tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà, ben, je ne serai pas plus long du coup, parce que tout ce qui a été dit avant, je l'aurais bien dit aussi, donc voilà. Merci Jonathan. Je reste aussi un petit peu juste à côté tant qu'on change la présentation. Si peut-être qu'il y en a un qui va dire ouais, moi je sais. Pour entrepreneur, mais je vais quand même poser une question. En tant qu'architecte, finalement, on a parlé de la problématique des assurances avec Florence qui parlait du processus de justification des matériaux et de voir comment on pouvait. Donc, est-ce que, bon, c'est peut-être un peu lié, il y a des assurances responsabilité pour les architectes, les entrepreneurs sont aussi soumis à des couvertures d'assurance. Donc, comment on intègre finalement cette problématique du réemploi en termes de couverture on sait que finalement, c'est le dernier qui reste assuré sur un chantier qui se prend tout le procès sur la gueule, comme dit Simon. Et donc voilà, c'est juste une question. Donc, comment ça se passe concrètement par rapport à ça, si vous avez déjà une expérience de recul par rapport à cette. Merci, bah, oui. Du coup, j'ai 2-3 éléments de réponse, mais qui ne sont pas hyper détaillés, parce que la présentation d'après, elle ira, je pense, répondre beaucoup plus spécifiquement à cette question. Mais le tout premier point, c'est que si on ne veut pas le faire, alors on peut prendre cette excuse. Enfin, je ne dis pas que c'est. Mais quand il n'y a pas une démarche coordonnée et une motivation collective entre le porteur du projet, son entrepreneur, etc., alors cette question-là peut être très vite arrivée comme l'élément de blocage qui va faire qu'on réduit totalement les ambitions ou on ne fait rien en termes de réemploi. D'autre part, justement, avoir une approche où le risque est premièrement maîtrisé, limité et partagé éventuellement avec des documents contractuels qu'on met au point pour l'occasion, c'est une manière de travailler. Mais c'est vrai que si on essaie de travailler dans un flux habituel où on vient intégrer ces matériaux de réemploi, comme vous dites, il y en a un qui va prendre toute la responsabilité dans l'état actuel des choses et ça va pas fonctionner. Mais sinon, la meilleure des réponses, c'est de maîtriser le risque avec, si c'est nécessaire, des essais au cas par cas. Et là, on aura l'extrême qui est présenté pour la présentation précédente. Mais il y a aussi toute une série de cas de réemploi
où on peut raisonnablement penser que le risque est si faible que bon, il faut oser le faire. Mais voilà, malheureusement, la réponse n'est pas beaucoup plus construite que ça pour l'instant. Mais c'est sûr, en tout cas pour moi, qu'il n'y aura jamais dans l'histoire une certification ou des tests systématiques pour des matériaux de remploi, parce qu'à ce moment-là, le faible potentiel économique ou le faible avantage économique à utiliser des matériaux de remploi quand il existe, ben alors il sera totalement mangé. Donc c'est évidemment à réserver aux cas les plus extrêmes. Donc à un moment donné, ben oui, c'est une des questions les plus épineuses. Je vais laisser le soin à des gens beaucoup plus experts que moi de continuer à s'avancer. Merci Jonathan. On va passer à la présentation suivante. Je vais céder la parole à Gismet, qui est bureau Matriche, donc bureau d'études stabilité. Si je Bonjour. J'imagine que ça va comme ça. Et voilà. Oui, donc bureau d'études en stabilité, un ingénieur classique, comme on a dit ce matin. Donc, et on a été invité à participer dans un projet pour un maître d'ouvrage qui s'appelle Moondelap. Je ne sais pas si vous connaissez. Et qui est donc, c'est très important pour le contexte, parce qu'on en parlait quelques minutes avant, mais le fait de travailler en bow team dès le début du projet est, dans le domaine du réemploi, pour l'instant, je pense quasi indispensable. C'est-à-dire tout le monde autour de la table, dès le début, technique spéciale, PEB, architecte, ingénieur, et l'idéal serait aussi d'avoir l'entrepreneur aussi, et bien sûr le maître d'ouvrage. Ici, on était sur un projet donc, de rénovation partielle d'une ancienne ferme et d'un bâtiment neuf à côté. Et donc, le contexte, c'est qu'on avait un maître d'ouvrage qui a mis le cadre, qui a dit c'est du réemploi ou c'est pas, entre guillemets, ou c'est en gros. Et donc, c'est une société, je dirais, qui promeut des immeubles qui sont mis en location uniquement pour des ASBL, des ONG, de l'économie sociale, etc. Donc, ils ont déjà 5 bâtiments qui comptabilisent à peu près 17 500 mètres carrés et ils sont propriétaires de leurs immeubles. Et donc, ils ont un certain nombre de valeurs qui sont reprises ici. Impact environnemental positif, environnement sain, efficacité énergétique, impact social positif, économie circulaire. Donc, voilà, ça donne déjà le cadre. C'est-à-dire que c'est très, très important, je pense, pour avancer. Alors, les intervenants, je pense qu'enfin, il faut ici... je ne suis peut-être pas forcément la personne la plus qualifiée pour parler de tout ce qui a été fait, mais il y a eu des collaborations, bien sûr, avec le maître d'ouvrage, avec les architectes, l'atelier de M, et également le bureau de contrôle. Je crois qu'il y a eu un rôle très, très important ici dans l'affaire qui nous concerne. Monsieur Decartier. Je ne vais pas reprendre en détail les objectifs, mais vous les voyez là. Hein, on va juste les citer. Gérer les immeubles écologiques, des espaces de travail professionnels, soutenir des petites associations, synergie entre associations, visibilité des associations, mise à disposition d'un matériel commun et la transparence dans la gestion. Voilà. C'est un peu un nouveau modèle économique, hein, il ne faut pas se le cacher. Voilà, au niveau du projet, c'est intéressant aussi, peut-être que le réemploi, il commence déjà dans la conception. Ici, par exemple, pour faire la petite histoire du projet, vous voyez, il y avait un sous-sol qui était imposé par l'urbanisme et en fonction du nombre de mètres carrés, il voulait 52 places de parking. C'était une imposition de l'urbanisme. Or, de l'autre côté de la rue, il y a un très grand parking, le plus grand du Brabant wallon, avec plus de 4000 places qui étaient sous-utilisées. Et on sait très bien aussi que les utilisateurs du bâtiment, beaucoup venir à vélo et très peu en voiture. Et donc, on a les architectes avec le maître d'ouvrage ont beaucoup négocié pour ne faire finalement que 26 places de parking. Et dans la conception du projet, le mur que vous voyez entouré en bleu a été modulé au niveau de sa conception pour pouvoir y faire des ouvertures et transformer le sous-sol en bureau. Donc, le réemploi, il se pense déjà là.
Voilà l'état de la maison au départ. Donc vous voyez, c'est la partie blanche que vous voyez là-bas, en bas à gauche, qui sera conservée. Tout le reste va être démoli. Alors, on peut pas se dire, ben, on va déjà récupérer les briques, mais ça n'a pas été possible parce qu'en fait, les briques, on les prenait en main, elles cassaient en deux. Donc, on a très très peu de briques ont pu être réutilisées de ce qui a été démoli. Voilà le résultat de la démolition, avec aussi des surprises, hein, les belles fissures qu'il faut gérer également. Ça fait partie du réemploi aussi. Voilà la vue en plan du rez-de-chaussée avec la partie en haut qui est la partie récupérée, le bâtiment existant, et tout le reste, c'est du neuf. Voilà le plan de stabilité qui correspond au plan précédent. C'est une ossature métallique avec des planchers en Kirtoripa, en bois donc. Voilà une maquette Revit du modèle de stabilité. Vous voyez les profilés métalliques, les colonnes, les poutres. Une autre vue avec le sous-sol. Vous devinez le sous-sol. Alors voilà un document Buildwise du CSTC, comme c'est marqué dessus, qui donne certains chiffres qui, je pense, qu'ils sont très indicatifs et très variables, mais qui sont, je pense, intéressants. À partir de quelle distance pour récupérer des matériaux, ça devient intéressant au niveau CO2. Donc, on voit que pour les briques, on est à 1100 km. Pour le bois, on est à 4500 km. L'acier, 40 000 km. Donc, ça devient... On peut aller loin. Hein. C'est le diamètre, c'est la longueur de l'équateur, je crois, 40 000 km. Et c'est une des motivations qu'à un moment donné, le projet était prévu essentiel, était tout en bois. Et donc, Mundo B a dit, mais ce serait intéressant, on pourrait gagner quelque chose à faire une structure en acier. Et donc, on est parti sur la récupération de profilés en acier qu'on a trouvé en Hollande. Voilà. Alors, ce sont des profilés. Vous voyez ce qu'on peut trouver. Vous avez là des petites pièces soudées qui ont été rapportées dans la photo de gauche. Vous avez dans la photo de droite en haut des profilés dont les ailes sont pliées, tordues. Vous avez évidemment des profilés qui sont perforés ou abîmés à leurs extrémités. Donc, ce sont tous ces genres de choses-là qu'on va devoir aussi gérer. Et alors, on en arrive au thème de la stabilité. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est que le risque, ce n'est pas seulement la probabilité qu'un accident arrive, c'est aussi à multiplier par les conséquences. C'est-à-dire que quand on récupère un urinoir et qu'il est fendu, ça n'a pas les mêmes conséquences que si on récupère une poutre qui est fendue. Donc, il faut bien donc évaluer. Et nous, en tant que bureau d'études stabilité, c'est de notre responsabilité de garantir la bonne tenue et le respect des normes, en fait. On parlait des assurances tout à l'heure. On est obligé, vis-à-vis de nos assurances professionnelles, de respecter les normes. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore très réemploi. Hein. Donc, il y a encore du travail à ce niveau-là. Alors, être responsable, c'est gérer son incompétence. Donc, nous, on est des généralistes, entre guillemets. On fait du béton, du bois, de l'acier, des fondations. Et on est un peu le nez dans le guidon dans la réalisation concrète des projets. Et donc, pour nous assister dans ce travail-là, on a fait appel à des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que nous. Et dans ce cas-ci, c'est le bureau SECO, donc le bureau de contrôle bien connu, qui nous a accompagnés et dont la mission était la suivante. C'était vraiment prendre connaissance des plans de la structure, l'inspection sur site des poutrelles métalliques dans la région de Charleroi. Enfin, elles étaient amenées de Hollande et stockées dans la région de Charleroi. L'assistance technique à la définition des tests, donc revoir toutes les normes, toutes les prescriptions, voir à quoi il fallait correspondre pour être utilisé dans un bâtiment donc, de bureau. Et donc replonger dans toutes les connaissances de toutes les normes, de toutes les prescriptions. Après, il fallait accompagner le choix du laboratoire auquel on allait tester et confier les tests.
et remettre un rapport final sur base des résultats et conclure sur le réemploi. Donc ça, c'était la mission du bureau SECO. Vous voyez là une photo de la machine qui a servi à faire la spectrographie des profilés métalliques. Voilà, notamment, voilà une belle formule. Il s'agissait de déterminer l'équivalent carbone de la composition des métaux. Et donc connaître exactement la composition de l'acier, ce qui s'est fait donc avec la machine que je viens de vous montrer. Il y avait également la vérification de la présence de soufre. Alors, quand on a du soufre ou du phosphore dans l'acier, en trop grande quantité, ils ne sont pas soudables. Et il y a eu des histoires dans la production de l'acier. Ceux qui ont été produits avant 1970 n'étaient pas forcément soudables. Après 1970, oui. Là, on est rentré plus dans des standards. Et puis, il fallait analyser aussi... oui, alors qu'est-ce que... Ah oui, je pourrais vous dire, sur le test de spectrographie, on a fait des erreurs. Ben voilà, on a un petit peu essuyé les plâtres, c'est-à-dire que on avait donc, toutes les poutrelles étaient stockées et puis étaient gérées, enfin étaient testées une par une. Mais on avait pour une même poutre parfois des résultats complètement divergents. On se demandait ce qui s'est passé. Et en fait, on faisait préparer les poutrelles dans l'atelier où ils étaient stockés par des charpentiers, mais les charpentiers, ce n'est pas des laborantins, donc ils n'ont pas forcément le regard attiré vers les détails. Et donc, on s'est rendu compte que quand ils ponçaient, pour utiliser l'appareil, là, il faut bien poncer le métal, il faut qu'il soit net et bien apparent. Et ils utilisaient toujours le même disque, mais en utilisant un disque d'un profilé sur un autre, ils polluaient le deuxième. Et donc, on avait sur une même poutrelle parfois des tests où on trouvait des substances. Un mètre plus loin sur la même poutrelle, on n'avait pas le même résultat. Donc, on a commencé à douter de la méthode et donc on a fait des petits trous dans l'acier. On a prélevé des copeaux d'acier et on les a envoyés en laboratoire. Donc, il faut 2 grammes. Avec 2 grammes de copeaux d'acier, vous pouvez faire le test. Et donc, on a fait faire des tests en laboratoire pour valider les résultats. Et du coup, on a demandé à chaque nouvelle poutrelle qu'il fallait dire aux ouvriers, mais vous devez changer de disque de ponçage. Voilà, bon, ça, c'est les erreurs qui ont été faites et qu'on a corrigées. Alors, on a également, on avait été assez clair au début, on a dit on ne veut pas de poutres qui ont servi à des ponts roulants. Vous voyez ce que c'est, les ponts roulants? Parce qu'il y a des phénomènes de fatigue. Donc, les ponts, les profilés qui sont à la fois chargés, déchargés, chargés, déchargés, des milliers de fois. Et on nous avait dit non, il n'y en a pas. Et manifestement, dans les profilés que vous avez vus, ceux où il y avait des petites pièces soudées, il y avait quand même des suspicions d'avoir servi de soutien de pont roulant. Et donc, on a... vous pouvez les déplacer, pas de problème. On a refait un essai de résuage, c'est-à-dire on met un produit sur l'acier à l'endroit critique. L'endroit critique dans ce cas-là, c'est la soudure entre le rail de roulement du pont et le profilé acier. Et donc on a fait un essai de résuage avec un produit qui a révélé s'il y avait des débuts de micro-fissuration ou pas dans les profilés. Et ça s'est finalement révélé positif. Et donc on n'a pas dû éliminer tous les profilés concernés. Voilà, donc ça, c'est toute la procédure de test. Et là, vous avez une photo du résultat après redressage au vérin pour certains, ponçage, remise en peinture primaire. Et ça, c'est le stock de profilés qui vont être réutilisés et donc remis en état. Bon, on a essayé de faire une petite évaluation du coût. Alors, c'est très, très approximatif, mais ça donne quand même une idée de grandeur. Je pense que c'est clair qu'on a mis un instant T, c'est-à-dire novembre 2021. Tout le monde se rappelle du contexte. On est avant la guerre en Ukraine. Et donc, ces chiffres-là sont bien sûr, il faut en tenir compte, quoi.
Alors, si on achetait 1000 kg d'acier chez un fournisseur, on en avait pour 150 euros. L'acier recyclé se payait 845. Donc, on l'a fait venir de Hollande à 550 euros pour 25 tonnes. Et alors, il y a une surconsommation. Pourquoi une surconsommation? Mais parce que tous les profilés ne sont pas disponibles. Profilés, pour ceux qui connaissent déjà, les IPE, les HEA, les HEB, différentes dimensions. Bon, si nous, par calcul, on arrive à un certain profil qui est le HEB 200, on va dire, mais qui n'en a pas de disponible, ben, on est obligé de mettre le gabarit au-dessus. Donc, forcément, on surconsomme de l'acier. Alors, on a fait l'évaluation à 10%, puisque finalement, après tous les tests, etc., on a pu récupérer 68 tonnes sur 75 tonnes achetées, qui fait une dizaine de pourcents. Après, il y a aussi les pertes, c'est-à-dire, vous avez vu les extrémités qui sont abîmées, les longueurs qui ne sont pas exactement les bonnes, donc on va couper un morceau, etc., etc. Donc, il y a à peu près aussi une dizaine de pourcents de pertes. Après, il y a le coût du grenaillage et des découpes éventuelles. Donc là, on a fait l'estimation à 74 euros pour la tonne. Il y a eu la mission de coordination des tests qui a à peu près coûté 5 000 euros. Il y a les tests eux-mêmes, 10 000 euros. Et puis, tout ça a été livré à l'entrepreneur général qui les a utilisés sur son chantier. Donc lui, il a remis un prix pour la mise en œuvre concrète de ces profilés qui est de 2680. Enfin voilà, c'est le prix classique, je dirais, de l'entrepreneur à 3,83 € le kilo. Et puis vous aviez le principe recyclé où il demandait 1,53 € le kilo pour intervenir et le mettre en œuvre. Et donc au niveau final, au total, l'acier recyclé revient quand même encore moins cher. Donc c'est intéressant à savoir. Et il a l'avantage, l'acier recyclé, c'est que son prix de base de 845 € n'est pas beaucoup moins dépendant de la conjoncture géopolitique, il faut le dire comme ça. Par exemple, au plus haut de la crise, l'acier est monté de 60%. Donc le 1150 de novembre 2021, au plus haut de la crise, il était à 1700. Voilà, donc ça c'est le côté... Voilà, et alors là, je voulais juste vous présenter quelques photos du résultat final. Le chantier est en cours, en fait, il n'est pas terminé. Ça, c'est les assemblages en façade. Ça, c'est le haut du sous-sol qui est, en dehors des profilés, est en prédalle et en béton, je dirais, classique. Ça, c'est le haut du sous-sol, rang du parking. Puis là, vous avez quelques photos de la charpente en cours de montage. Dans le fond, là, la partie de grange qui a été conservée. Et là, on commence à voir les façades au bâtiment. Et vous devinez également donc, là, toute l'ossature métallique. Voilà. Je n'ai pas tout à fait fini. Je voulais être certain je voulais simplement vous dire aussi que ce projet, il n'y a pas seulement que les aciers qui ont été récupérés. Hein. Il y a les cloisons, les faux plafonds, les planchers, donc les parquets, les luminaires, les sanitaires. Et que ça a été possible parce qu'il y a eu un énorme investissement du maître d'ouvrage. Il a fait un travail énorme. Et j'ai discuté longuement avec lui et il m'a bien expliqué qu'en fait, le réemploi, ça demande beaucoup d'anticipation, en fait. C'est-à-dire que, faut, notamment, par exemple, tout ce qui est luminaire, sanitaire, etc., tout ça est stocké chez eux dans leurs locaux depuis longtemps. Donc, il y a de la logistique aussi. Il y a de l'anticipation. Et donc, il faut vraiment une motivation.
vraiment une motivation pour partir sur cette sur ce type de projet. Vous dire aussi que cette motivation, ben, vous avez vu mon tableau final avec l'estimation du prix, il y a des tas d'heures de travail qui n'apparaissent pas dans ce tableau et qui sont le résultat de la motivation des différents intervenants. Et c'est quelque chose qui est très difficile à chiffrer, mais qui est indispensable pour ce type de projet. Voilà. Et je voulais vous terminer avec un petit mot positif, c'est que, ben, en fait, toute cette logique de nouveaux modèles économiques, ben, on sait très bien que c'est un peu le réchauffement climatique qui est à la base, et que c'est vrai que il faut savoir que c'est l'être humain qui est la cause du réchauffement climatique, mais c'est l'être humain aussi qui sera la solution. Voilà. Et je voulais terminer là-dessus. Voilà. Merci Gilles. Les deux autres présentateurs, si vous voulez bien vous asseoir aussi. Oh, il y a déjà plein de questions qui se lèvent. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais juste une petite question de compréhension sur le coût de mise en œuvre qui était bien inférieur pour les matériaux de réemploi que pour du matériau neuf, si j'ai bien compris, et de l'acier. Et comment ça s'explique, cette différence de chiffrage? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais ce qui est certain, c'est que le résultat final, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous avez vu, nous, on s'est renseigné auprès d'un fournisseur d'acier pour avoir le premier prix de 1150 kg la tonne. Et puis, on a vu le prix de l'entrepreneur qui a remis son prix pour de l'acier neuf de manière tout à fait classique. Il a remis 3 830 € pour une tonne. Donc, on en a déduit le 2580 qui était son intervention à lui. Et puis, l'entrepreneur, il a remis aussi un prix, 1,53 € le kilo, pour l'intervention sur les aciers qui lui étaient déposés sur le chantier. Il n'avait, entre guillemets, qu'à prendre et à mettre en place, éventuellement à travailler sur les assemblages, des choses comme ça. Donc, exactement ce qui contient les 2850 €, c'est tout ce qui est d'habitude prévu déjà à l'atelier, en préparation, en peinture, etc., sur de l'acier brut, et qui en fait avait déjà été pris en charge au niveau du réemploi. Et donc, c'est pour ça que ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de prudence. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Avant vraiment de faire ce travail, moi, j'étais persuadé qu'on n'allait pas faire de l'économie en faisant du réemploi. Et je pense que si on veut vraiment aller au bout des choses, il y avait toutes les heures perdues, entre guillemets, à la fois par le maître d'ouvrage. Je pense que M. Decartier de chez Seco, il a passé plus d'heures qu'il n'en a facturé. Chez nous aussi, ça a des conséquences. C'est-à-dire que quand on change de profil métallique, il faut revoir les détails d'assemblage, il faut dessiner le plan, etc., etc. Donc tout ça, c'est entre guillemets pas chiffré dans le tableau qui est là, mais c'est pour donner quand même une petite idée. Voilà. Allez t'asseoir, à moins qu'il y avait vraiment une autre question urgente pour Gilles. Une question sur le chantier. Les profilés métalliques, est-ce qu'ils sont assemblés de manière à être déboulonnables et donc après que l'utilisation du bâtiment ou quoi ne soit plus la même, on vienne déconstruire plus facilement ce bâtiment que si c'était soudé ou que si c'était construction classique? Déboulonnable. Et bon, après, c'est une question de philosophie. Chez nous au bureau, sur chantier, on évite de devoir souder parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons soudeurs. Et que sur chantier, en situation, sur un échafaudage, etc., c'est pas évident. Donc, nous, sur le principe, il y a bien sûr tout le travail en atelier de préparation. Hein. Il y a quand même des platines d'about, il y a des choses qui doivent être soudées, ça, il n'y a rien à faire. Mais tous les éléments arrivent, entre guillemets,
séparés et sont assemblés et boulonnés sur place et donc sont déboulonnables aussi. Merci. Je vais juste donner un petit sujet de discussion ensemble. Oui. Après, malheureusement, je ne sais pas si on aura encore beaucoup de temps pour peut-être d'autres questions, mais comme on en a déjà pris pour chaque présentation, c'est déjà pas si mal. Donc moi, je voulais lancer une petite discussion. Plusieurs points que j'ai retenus dans vos différentes présentations, cette notion de la prise en compte du temps de la construction du temps passé en fait et du temps futur, où en fait il y a besoin d'aller analyser les éléments, mais aussi de retrouver un historique de l'utilisation. Et je trouve que c'est un point extrêmement intéressant, notamment sur l'approche technique, comme tu disais, Jonathan. C'est voilà, on est habitué sur du neuf à pas se poser ces questions-là. Et donc, c'est aussi une autre façon d'aborder l'expertise, quoi, en quelque sorte. Donc, m'intéressait de vous entendre chacun sur ce point-là. Solution pour gagner du temps, ça peut être les outils numériques. Évidemment, il faut que ce soit réfléchi. Il ne faut pas les utiliser à tort et à travers, et ce n'est pas une solution à tout. Mais je fais une petite pub pour un autre projet qui s'appelle DDC, Digital Deconstruction. C'est aussi un projet Interreg. Et dans le cadre de ce projet-là, on étudie toute une sorte d'outils numériques qui peuvent être utiles pour l'urban mining. Donc l'urban mining, c'est le réemploi, le recyclage de manière générale. Et donc, il y a toute une série d'outils qui sont développés. Et le but, c'est que ça sert aussi d'outils d'aide à la décision. Donc, par exemple, il y a des scans 3D de bâtiments qui peuvent être faits de façon assez automatique et qui peuvent être transmis à des personnes assez rapidement avant la déconstruction pour en fait qu'ils puissent avoir accès virtuellement aux matériaux, voir si ça les intéresse, etc. Donc ça peut être une manière de gagner du temps pour faire les inventaires. Il y a de plus en plus d'applications qui permettent de faire des inventaires aussi. Elles ne sont pas encore toutes au point, mais c'est aussi pour gagner du temps. Et du coup, si on gagne du temps à les faire, on peut les faire le plus tôt possible. Alors, comme autre outil, il y a aussi le BIM qui peut permettre de faire des digital twins, donc des jumeaux numériques, et de coupler la réalité à le BIM et pouvoir éventuellement faire un monitoring, repérer des problèmes et aussi conserver les informations et les partager. Donc ça aussi, ça peut faire gagner du temps. Voilà pour moi. C'est le temps passé, le temps gagné, mais aussi le temps du matériau en lui-même. Et donc, c'est marrant que tu réévoques le côté numérique parce qu'aussi tu parlais de la traçabilité et du passeport. Et donc, c'est aussi un outil pour retracer un peu cette ligne de vie des éléments et aussi penser à la conception pour le futur, c'est-à-dire pour la réversibilité possible, la démontabilité. Donc, c'est vrai que le numérique pour ça est intéressant pour ces aspects-là. Comme réflexion par rapport à la question, si on peut appeler ça une question. C'était plutôt une réflexion que tu as lancée, mais la logique d'attribution des marchés au moins 10 ans soutient forcément une logique dans laquelle on travaille le plus vite possible et il est important. Et c'est bien sûr une transformation qui est enclenchée, mais il est important que dans le domaine des marchés publics, des évolutions soient constatées pour ne pas attribuer des marchés uniquement sur base du prix. Et je voulais ajouter que le temps, on l'utilise autrement quand on parle de réemploi, de pratique des réemplois de matériaux de construction. On l'utilise autrement et finalement, pas forcément au global un surcoût, c'est surtout une manière on l'a peut-être dit déjà précédemment, excusez-moi, mais c'est surtout une manière de localiser sur notre territoire une expérience et un savoir-faire qui est, oui, pour le coup, difficilement délocalisable. Et donc, le surcoût lié au temps, on le gagne aussi accès à des matériaux qui vraiment peuvent nous coûter potentiellement moins cher. Donc, on déplace le coût entre les matériaux vers
suffit. On déplace le coût, ce qui nous permet d'avoir un bilan qui, dans la plupart des cas, est finalement pas en défaveur pratique liée au réemploi. Parce que surtout, c'est intéressant de dans l'évolution, dans cette évolution-là, c'est ce que tu as évoqué avec la crise, par exemple, où ça rebat certaines cartes, et peut-être encore plus dans le futur, ça, on ne sait pas, mais c'est un des aspects, c'est-à-dire que les prix peuvent être complètement variables, on l'a vu là, quoi, par exemple. Oui, alors le rapport au temps, il y en a beaucoup en fait dans l'histoire des réemplois. Il y a d'abord l'histoire des matériaux. Ici, dans le cadre du projet que j'ai présenté, il y a le propriétaire a pu rencontrer le petit-fils de l'agriculteur qui exploitait la ferme. Bon, exemple, mais on a pu quand même savoir du coup comment c'était fait, à quoi ça servait, etc. Donc, dans le cas des matériaux qu'on a récupérés, c'est hyper important. On en a parlé de savoir à quoi est-ce qu'ils servaient ces matériaux. Les profilés qu'on a récupérés en Hollande, personne ne savait exactement où ils avaient été stockés en vrac et leur usage n'était pas connu. La preuve, c'est qu'on nous a dit bah non, il n'y a rien qui a servi comme pont roulant. Et nous, on a bien compris en voyant soudure que oui, ils avaient servi comme support de pont roulant. Donc, ça, c'est hyper important, cette relation-là. Le thème, on pourrait gagner du temps en systématisant, je veux dire, plutôt que de les laisser stocker là, ces matériaux, allons tout de suite les faire les essais. Préparons-les déjà au réemploi, de façon à ce qu'au moment où le chantier démarre, les profilés, on n'a pas besoin de perdre du temps, entre guillemets, à ce moment-là, mettre en route des tests. On peut gagner du temps, et le fait aussi qu'on généralise le réemploi, on a perdu 10% de kilos d'acier parce qu'on a dû surdimensionner, parce que des profilés n'étaient pas disponibles. Bon, ces 10%, on aurait peut-être pu en faire l'économie, etc., etc. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui doit être mis en place, une sorte de systématisation de la déconstruction, de la systématisation des essais, dans le stockage. Et je pense que là, il y a du temps et donc de l'argent à gagner. Oui, merci, c'est ça, ça se rejoint sur ces points-là, de remettre ça dans un cycle, puisqu'on parle de circularité. Je crois que c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on lit autant la fin de vie du bâtiment, et pas vraiment une fin de vie de ces éléments, c'est tout l'enjeu. Et donc, si c'est pensé en amont aussi, et si évidemment on massifie un peu les systèmes de flux de ce type de matérialité, c'est bon pour les réintégrer plus facilement en conception et en contrôle aussi, du coup. Donc, merci. On va prendre une question. Si, Il n'y en a que quelques-uns, par exemple. On peut toutes les tester et voir si justement celle-là est correcte, peut être utilisable. J'imagine par exemple au niveau de se dire de tester l'entièreté des matériaux. Alors comment réagir face à ça, de créer ce passeport. Alors est-ce que c'est un passeport par matériau, par le projet Intel, tel matériau, et donc il a des résultats, donc et oui, et parce qu'en fait aussi en bâtiment, où se retrouver le matériau façade ou plutôt à l'intérieur,
chaque matériau va agir de façon est et question de temps. Par rapport à d'abord ta dernière question. Donc, par exemple, enfin, je prends toujours l'exemple des briques parce qu'on a beaucoup travaillé sur les briques. Par exemple, nous, on définit directement donc, des gisements différents pour les briques qui sont à l'intérieur et à l'extérieur pour plusieurs raisons. Pour la raison qu'elles pourraient avoir vécu différemment les différentes conditions et donc vieilli différemment. Donc, dans ce cas-là, on va vraiment prendre des échantillons différents pour les tester, pour être sûr que, d'avoir vraiment des échantillons bien homogènes. Et il y a une autre raison à ça, par exemple, les vieilles briques, je ne saurais pas te donner une année, mais vraiment des plus anciennes, elles étaient cuites dans des fours, ouais, vraiment, enfin, des fours où la température n'était pas homogène partout. Et donc, elles avaient des températures de cuisson différentes et elles étaient ensuite triées. Et les plus foncées, c'était celles qui étaient cuites à la plus haute température et ils les mettaient à l'extérieur parce que c'est celles qui résistaient le mieux. Et donc, dans certains vieux bâtiments, les briques qui sont à l'intérieur, c'est les les briques qui sont les moins résistantes. Et donc, il y a aussi des réflexions à avoir comme ça où on peut vraiment se dire, OK, là, on va faire des lots différents parce qu'il y a de grandes chances que ça n'ait pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, par couleur ou même simplement elles sont à l'intérieur, donc a priori, c'est celles qui étaient les moins résistantes qui ont été placées là. Je l'expliquais, la question de stabilité, par contre, c'est risque élevé. Donc, conséquences élevées aussi. Donc, j'aurais du mal à imaginer le projet sans avoir testé chacune des poutrelles. Parce que là, il y a alors après, on parle de plus en plus d'utilisation des concassés de béton, de réutilisation dans des nouveaux bétons, etc. Ça va être très compliqué de tester à chaque fois, mais il faudrait être sûr de son coût. On en a parlé. On peut évidemment réduire les coefficients de sécurité, hein. C'est-à-dire, on a peut-être plus de probabilité, donc on va diminuer le risque en mettant plus. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, nous, en tant que bureau d'études, on est couvert par personne. Ça veut dire que si on ne respecte pas les normes et qu'on nous prend en défaut là-dessus, ben, nos assurances, elles vont profiter pour prendre la porte tout de suite et nous laisser seuls face au problème. Donc ça, c'est la grande difficulté. Madame Poncet en parlait aussi. Il faut repenser aussi les assurances en fonction de cette nouvelle donnée. Mais on n'est encore nulle part là, donc tout est à faire. Désolé. je vais interrompre la discussion. Merci à nos orateurs. Et on va faire 5-10 minutes de pause pour les prochaines, la dernière session de cette première partie. Merci, à tout de suite.